Le restaurant, le Grand Véfour brillait de mille feux ce soir-là, ses lustres en cristal reflétant l'éclat doré des cadres historiques. Philippe Dumas, 52 ans, occupait sa table habituelle au fond de la salle, celle qui lui offrait une vue discrète sur l'ensemble de l'établissement, tout en préservant son intimité. Le PDG de Dumas Technologies consultait distraitement les derniers chiffres de la bourse sur sa tablette, une habitude dont il ne se départissait jamais, même lors de ses dîners solitaires dans les restaurants les plus prestigieux de Paris. Sa fortune estimée à 3,2 milliards d'euros ne lui avait pas apporté ce qu'il recherchait vraiment, la paix intérieure. Depuis son divorce 10 ans plus tôt, Philippe s'était jeté corps et âme dans les affaires, transformant une entreprise de taille moyenne en géant mondial de la technologie médicale. Sa vie se résumait à des réunions de conseils d'administration, des jets privés et des dîners comme celui-ci. Parfait, mais terriblement vide de sens. Le serveur venait de lui apporter son verre de Château Margaux 1995, lorsque son regard fut attiré par une petite silhouette qui se frayait un chemin entre les tables. Une fillette d'environ 8 ans, vêtue d'une robe bleue soigneusement repassée, s'avançait dans sa direction d'un pas déterminé. Ses cheveux châtains étaient noués en une tresse impeccable, et ses yeux, Philippe sentit son cœur manquer un battement. Ses yeux étaient d'un vert intense qu'il n'avait vu qu'une seule fois auparavant. « Monsieur Dumas ?» demanda la petite fille en s'arrêtant devant sa table, ses mains serrant nerveusement un petit sac à main assorti à sa robe. Philippe posa sa tablette, surpris qu'une enfant connaisse son nom. « Oui, c'est moi. Et toi, qui es-tu » La fillette jeta un regard furtif par-dessus son épaule vers une femme assise à l'entrée du restaurant qui lui fit un signe d'encouragement presque imperceptible. Philippe ne distinguait pas bien son visage. « Je m'appelle Élodie » répondit-elle en redressant ses épaules avec une dignité touchante. « Maman dit que vous êtes mon parrain secret. » Le temps sembla s'arrêter. Le brouhaha du restaurant s'estompa. Philippe fixa la petite fille, incapable de formuler une réponse cohérente. Ce n'était pas possible. Et pourtant, ses yeux, il connaissait ses yeux. « Moi, je m'appelle Laurent Légende. Et si cette introduction a déjà éveillé votre curiosité, laissez votre like pour suivre le déroulement de cette histoire bouleversante. Si vous avez déjà vécu un moment où votre vie a basculé en quelques secondes, abonnez-vous maintenant à la chaîne et partagez dans les commentaires quelle a été la révélation la plus inattendue de votre existence. Exactement comme notre protagoniste est sur le point de vivre. Dites-moi aussi de quelle ville vous regardez cette histoire. Chaque message et chaque abonnement me donne la force de vous apporter d'autres récits qui toucheront vos émotions. Philippe sentit sa gorge se nouer tandis qu'il tentait de rassembler ses pensées. « Ton parrain secret, je ne comprends pas, » murmura-t-il, bien que quelque chose au fond de lui commençait à prendre forme. Un souvenir enfoui qu'il avait passé des années à tenter d'oublier. Élodie resta plantée devant lui, son regard d'une intensité troublante. « Ma maman m'a dit que vous envoyez de l'argent pour mon école et mes cours de piano depuis que je suis toute petite. Elle a dit que c'était le moment que je vous rencontre enfin. » Philippe jeta un nouveau regard vers la femme à l'entrée du restaurant. Elle s'était levée maintenant, et malgré la distance, il la reconnut immédiatement. Claire Martin. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Claire, son grand amour de jeunesse, qu'il avait quitté pour un mariage arrangé par son père. Claire, qu'il n'avait pas revue depuis, il compta rapidement. 9 ans, 9 ans. La petite fille avait 8 ans. « Est-ce que ta maman t'a dit autre chose sur moi ?» demanda-t-il d'une voix qu'il ne reconnaissait pas. Élodie hocha la tête. « Elle a dit que vous étiez très occupé à diriger votre grande entreprise, mais que vous pensiez toujours à moi, même si vous ne pouviez pas venir me voir. Elle a dit que vous étiez un homme bon, mais très triste. Un homme bon. » Philippe étouffa un rire amer. Il n'était pas sûr de mériter cette description. Comment Claire pouvait-elle parler de lui ainsi à sa fille, après la façon dont il l'avait abandonnée? « Élodie, ma chérie, » appela doucement Claire qui s'était approchée de leur table. « Je t'avais dit d'attendre que je te présente. » Philippe se leva d'un bond, renversant presque son verre de vin. Claire était là, devant lui, aussi belle qu'autrefois, bien que différente, plus mature. Ses longs cheveux bruns étaient maintenant coupés en un carré élégant, et de fines rides au coin de ses yeux témoignaient des années écoulées. Mais son regard, ce même regard vert, intense, qu'Élodie avait hérité. « Claire » murmura-t-il, son nom comme une prière sur ses lèvres. « Bonjour, Philippe » répondit-elle calmement, posant une main protectrice sur l'épaule de sa fille. « Je suis désolé pour cette entrée en matière abrupte. » Élodie était trop impatiente. « Je voulais voir mon parrain » dit la fillette avec une moue adorable. « J'ai tellement de choses à lui raconter. » Philippe sentit le sol se dérober sous ses pieds. Parrain, bien sûr. Claire avait créé cette fiction
raison pour expliquer ses virements mensuels. Des virements qu'il effectuait depuis 8 ans par l'intermédiaire d'une fondation anonyme, après avoir découvert par hasard que Claire avait eu un enfant. Son avocat lui avait assuré que tout était confidentiel, que Claire ne saurait jamais que l'argent venait de lui. « Comment as-tu su ?» demanda-t-il à Claire, ignorant momentanément la présence d'Élodie. Claire eut un sourire triste. « Tu as toujours été généreux, Philippe, mais pas très discret. La fondation porte le nom de ta grand-mère maternelle. Et puis, la coïncidence était trop grande. Les versements ont commencé exactement 3 mois après la naissance d'Élodie, juste après que ta sœur m'ait croisé par hasard avec mon bébé dans les bras. » Philippe ferma les yeux un instant. Marie, sa sœur lui avait effectivement mentionné avoir vu Claire avec un enfant et il avait fait ses calculs. Mais il n'avait jamais eu le courage de demander directement, de confirmer ce qu'il soupçonnait. Il s'était contenté d'aider financièrement, de loin, sans s'impliquer. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il en rouvrant les yeux. Après toutes ces années, Claire hésita, regardant tendrement sa fille. « Élodie, ma puce, pourrais-tu aller voir le monsieur au piano pendant quelques minutes? J'ai besoin de parler à monsieur Dumas en privé. » La fillette acquiesça et s'éloigna à contre-cœur vers le pianiste qui jouait doucement à l'autre bout de la salle. Dès qu'elle fut hors de portée de voix, Claire se tourna vers Philippe, toute douceur quittant son visage. « Je suis malade, Philippe. Un cancer. Stade avancé. » Ces mots frappèrent Philippe comme un coup de poing. Il retomba lourdement sur sa chaise, dévisageant Claire. Maintenant qu'elle l'avait dit, il remarquait les signes. Sa pâleur inhabituelle, sa minceur excessive, cette fragilité nouvelle qui transparaissait malgré son assurance apparente. « Depuis quand ?» parvint-il à articuler. « 18 mois, j'ai suivi tous les traitements possibles. Chimio, radiothérapie, immunothérapie, j'ai consulté les meilleurs spécialistes. » Elle s'assit en face de lui, ses mains jointes devant elle, comme pour contenir une tempête intérieure. « J'ai même utilisé ton argent pour explorer des traitements expérimentaux aux États-Unis, mais le cancer continue de progresser. » « Combien de temps ?» demanda Philippe, incapable de formuler la question complète, mais Claire comprit. 3 à 6 mois, selon les médecins. Le silence qui suivit était assourdissant. Philippe regardait alternativement Claire et Élodie, qui riaient avec le pianiste, inconsciente du drame qui se jouait. « Et tu n'as personne? Pas de compagnon? Pas de famille proche ?» demanda-t-il, sachant déjà la réponse. Il avait fait discrètement suivre Claire pendant des années, recevant des rapports trimestriels sur sa situation. Une mère célibataire dévouée, professeur de littérature à l'université, vivant modestement dans un petit appartement du 11e arrondissement. Pas de relation amoureuse sérieuse. « Tu sais bien que non, » répondit Claire avec un soupir. « Mes parents sont décédés. Ma sœur vit au Canada avec ses 4 enfants et son mari malade. Elle ne peut pas prendre Élodie. Alors c'est pour ça que tu es venu. Tu veux que je m'occupe d'elle après ?» Il ne pouvait pas terminer sa phrase. Claire le regarda droit dans les yeux. « Elle est ta fille, Philippe. » Ces mots, prononcés si simplement, si directement, le paralysèrent. Bien sûr qu'il l'avait soupçonné. Les dates correspondaient parfaitement. Leur dernière nuit ensemble, quelques semaines avant son mariage avec Hélène. Cette nuit où il avait promis à Claire qu'il romprait ses fiançailles, qu'il défierait son père et l'empire familial pour elle. Une promesse qu'il n'avait pas tenue. « Tu en es certaine ?» murmura-t-il, même si la ressemblance était frappante maintenant qu'il la cherchait. Le menton volontaire d'Élodie, la forme de ses sourcils, cette manière particulière de plisser légèrement le front quand elle était concentrée, exactement comme lui. « J'ai fait un test ADN l'année dernière dès que j'ai reçu mon diagnostic. J'avais besoin d'être absolument sûr avant de venir te voir. » Claire sortit une enveloppe de son sac. « Les résultats sont là, si tu veux les consulter. Mais tu sais déjà la vérité, n'est-ce pas ?» Philippe ne prit pas l'enveloppe. Il savait. Au fond de lui, il avait toujours su. C'était pour cela qu'il avait envoyé cet argent pendant toutes ces années. Pour cela qu'il avait fait suivre Claire. Pour cela qu'il n'avait jamais réussi à l'oublier complètement. « J'ai rédigé un testament te désignant comme tuteur légal, » poursuivit Claire, sa voix professionnelle et détachée, comme si elle parlait d'un simple arrangement administratif et non de l'avenir de sa fille. « J'ai préparé tous les documents nécessaires. Si tu refuses, Élodie ira en famille d'accueil, car je n'ai personne d'autre à qui la confier. Mais je ne crois pas que tu refuseras. »« Comment peux-tu en être si sûr ?» demanda Philippe, la gorge serrée. « Parce que tu n'es pas ton père, » répondit simplement Claire, « et parce que tu l'aurais accueilli depuis longtemps si tu avais su avec certitude qu'elle était ta fille. Tu n'es pas un homme qui abandonne ses responsabilités, Philippe. Tu es juste un homme qui a fait un choix difficile il y a 9 ans. Un choix difficile. C'était un euphémisme pour décrire ce qu'il avait fait. Trahir la femme qu'il aimait pour ne pas perdre son héritage, pour ne pas décevoir un père tyrannique qui contrôlait chaque aspect de sa vie. Un père maintenant
maintenant décédé depuis 5 ans, mais dont l'ombre planait encore sur toutes ses décisions. Elle ne sait pas que je suis son père, demanda-t-il en regardant Élodie qui jouait maintenant quelques notes sur le piano. Non, je lui ai dit que son père était décédé avant sa naissance. Elle croit que tu es simplement un ami généreux de la famille qui veille sur elle de loin. Je ne voulais pas qu'elle grandisse en attendant un père qui ne venait jamais. Ces mots le blessèrent plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Mais il reconnut leur justesse. Il n'avait pas été là. Il n'avait jamais cherché à savoir avec certitude si cet enfant était la sienne. Il s'était contenté d'envoyer de l'argent, se donnant bonne conscience à distance. Et maintenant, que veux-tu exactement, Claire? Elle prit une profonde inspiration. Je veux que tu apprennes à la connaître pendant qu'il est encore temps pour moi de faciliter cette transition. Je veux que tu découvres la personne extraordinaire qu'elle est, brillante, sensible, pleine d'imagination. Et puis, quand je ne serai plus là, sa voix se brisa légèrement. Je veux que tu l'aimes comme je l'ai aimée, que tu la protèges, que tu lui donnes la vie qu'elle mérite. Philippe n'eut pas le temps de répondre. Élodie revenait vers eux, un large sourire illuminant son visage. Monsieur Jean-Paul m'a laissé jouer un morceau sur son piano. Il dit que j'ai un bon doigté pour mon âge, s'exclama-t-elle fièrement. C'est merveilleux, ma chérie, sourit Claire, en lui caressant les cheveux. Tu vois, je t'avais dit que ton parrain aimerait savoir que tu prends tes leçons de piano au sérieux. Parrain, ce mot résonnait étrangement aux oreilles de Philippe. Père, c'était ce qu'il était réellement. Un père qui n'avait jamais tenu son enfant dans ses bras, qui n'avait jamais séché ses larmes, ni célébré ses réussites. Un étranger. Est-ce que vous aimez la musique, monsieur Dumas? Demanda Élodie, en le regardant avec curiosité. Oui, répondit-il, surpris par sa propre sincérité. Ma mère était pianiste. Elle m'a appris à jouer quand j'étais petit. Vraiment? Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent. Est-ce que vous pourriez me montrer comment vous jouez, s'il vous plaît? Philippe jeta un regard désemparé à Claire, qui haussa légèrement les épaules, comme pour dire « c'est à toi de décider ». Peut-être une autre fois, Élodie, intervint Claire. Monsieur Dumas dînait tranquillement avant notre arrivée. En fait, dit Philippe en se levant, prenant une décision impulsive, je n'ai pas vraiment faim ce soir. Si vous n'avez pas d'autres projets, nous pourrions aller chez moi. J'ai un piano à queue Steinway dans mon salon. Claire parut surprise. Tu n'habites plus l'hôtel particulier de ton père? Non, j'ai vendu cette maison après sa mort. Trop de souvenirs. Des souvenirs d'une enfance passée à essayer de plaire à un homme impossible à satisfaire. J'ai un appartement dans le 16e maintenant. Plus petit, mais plus personnel. Claire hésita. Je ne sais pas si... Oh, s'il te plaît, maman, supplia Élodie. Je veux entendre monsieur Dumas jouer du piano. Philippe observa la scène avec une émotion nouvelle. Sa fille, cette petite personne enthousiaste qui le regardait avec des yeux pleins d'admiration, sans savoir qui il était vraiment, était sa fille. Une vague de regret l'envahit pour toutes ces années perdues, toutes ces premières fois qu'il avait manqué, ses premiers pas, son premier mot, son premier jour d'école. Claire céda devant l'insistance de sa fille. D'accord, mais pas trop tard. Tu as école demain. Sur le trajet vers son appartement, Philippe conduisait sa Bentley en silence, jetant occasionnellement des coups d'œil dans le rétroviseur pour observer Élodie qui babillait joyeusement sur la banquette arrière, racontant à sa mère ce que le pianiste du restaurant lui avait appris. Elle est douée pour la musique, dit Claire doucement. Son professeur dit qu'elle a une oreille exceptionnelle. Comme ma mère, murmura Philippe. C'est le seul héritage positif des Dumas, je suppose. Claire le regarda longuement. Tu as changé, Philippe. Vraiment? Il eut un rire bref. Pas assez, apparemment. Je vis toujours seul dans un grand appartement vide, à accumuler des milliards dont je ne sais que faire. Tu as l'air plus réfléchi, moins arrogant. Elle marqua une pause. Plus triste aussi. Philippe ne répondit pas immédiatement. Comment expliquer à Claire que les 10 dernières années avaient été un long chemin de remords, que son mariage avec Hélène s'était effondré parce qu'il n'avait jamais pu l'aimer comme il aimait Claire, que chaque succès professionnel lui semblait vide de sens, parce qu'il n'avait personne avec qui le partager? La solitude peut être une bonne professeure, dit-il finalement. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement, Élodie fut immédiatement attirée par l'immense piano noir qui trônait devant les baies vitrées, offrant une vue panoramique sur la tour Eiffel illuminée. « Waouh !» souffla-t-elle, en caressant délicatement le bois laqué. « Il est encore plus beau que celui de mon école. » Philippe s'approcha et ouvrit le couvercle du clavier. « Il appartenait à ma mère. C'est probablement la seule chose que j'ai gardée de la maison familiale. » Claire observait la scène à distance, semblant à la fois émue et inquiète. Philippe le remarqua et comprit ses craintes. Il était encore un étranger pour Élodie, et Claire devait se demander si elle avait pris la bonne décision en venant le voir. « Tu veux que je te joue quelque chose ?» demanda
demanda-t-il à Élodie, qui acquiesça vigoureusement. Philippe s'assit sur le banc, ajusta sa position, et après un moment d'hésitation, commença à jouer. Ses doigts trouvèrent naturellement les touches pour interpréter le clair de lune de Debussy, un morceau que sa mère lui avait appris et qu'il n'avait pas joué depuis des années. La mélodie douce et mélancolique emplit l'appartement. Élodie s'était assise à côté de lui sur le banc, fascinée par le mouvement de ses mains. Claire se tenait toujours à l'écart, mais Philippe sentit son regard intense sur lui. Quand il termina le morceau, un silence respectueux s'installa. « C'était magnifique », murmura Élodie. « Vous pourriez m'apprendre à jouer comme ça ?» La question innocente frappa Philippe en plein cœur. Aurait-il ce privilège de lui transmettre quelque chose, de faire partie de sa vie, de la voir grandir? « Si ta mère est d'accord, je pourrais te donner quelques leçons », répondit-il en cherchant l'approbation de Claire. « L'idée que des millions de personnes comme vous suivent ces récits extraordinaires me touche profondément. Si vous croyez au pouvoir des secondes chances et au tournant inattendu de la vie, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires qui nous rappellent l'essentiel. » Claire s'approcha et posa une main sur l'épaule de sa fille. « Il se fait tard, Élodie. Nous devrions rentrer maintenant. » La déception se lut sur le visage de la fillette. « Mais on vient juste d'arriver. Ta mère a raison, » intervint Philippe. « Tu as école demain. » Mais il regarda Claire, cherchant son approbation. « Peut-être pourriez-vous revenir ce week-end pour une vraie leçon de piano. » Claire sembla peser le pour et le contre, puis finit par acquiescer. « Samedi après-midi, si cela te convient. »« Parfait, » sourit Philippe, sentant une étrange chaleur l'envahir. C'était la première fois depuis des années qu'il avait quelque chose à attendre avec impatience. Le samedi suivant, Philippe se réveilla à l'aube, agité par une nervosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Lui, qui dirigeait des réunions avec les plus grands PDG du monde, sans la moindre appréhension, se sentait comme un adolescent avant son premier rendez-vous. Élodie et Claire devaient arriver à 14 heures, et il avait passé toute la matinée à préparer leur venue. Il avait fait livrer un bouquet de pivoine, les fleurs préférées de Claire autrefois, et avait demandé à sa gouvernante de préparer des pâtisseries et des chocolats chauds. Il avait même déniché dans une boutique spécialisée des partitions adaptées aux enfants, avec des illustrations colorées pour faciliter l'apprentissage. À 13h30, il tournait en rond dans son salon, réarrangeant nerveusement les coussins du canapé, vérifiant que le piano était parfaitement accordé. Il s'arrêta soudain, frappé par l'absurdité de la situation. Il se comportait comme si sa vie entière dépendait de cette visite. Et peut-être était-ce le cas. La sonnerie de l'interphone le fit sursauter. Elles étaient en avance. Il se précipita pour répondre. « Bonjour, c'est Claire et Élodie. Montez, je vous attends, » répondit-il en appuyant sur le bouton d'ouverture. Quelques minutes plus tard, Élodie faisait irruption dans l'appartement, débordante d'énergie, tandis que Claire la suivait d'un pas plus mesuré. « Bonjour, monsieur Dumas, j'ai apporté mes partitions pour vous montrer ce que j'apprends à l'école de musique », s'exclama la fillette en brandissant un cahier à la couverture décorée d'autocollants. « Bonjour, Élodie, je suis impatient de t'entendre jouer », sourit-il, avant de se tourner vers Claire. « Bonjour, Claire. »« Ah, bonjour, Philippe », répondit-elle avec un hochement de tête poli. Elle semblait fatiguée aujourd'hui, remarqua-t-il. Plus pâle encore que lors de leur rencontre au restaurant. Elle avait tenté de masquer sa fatigue avec du maquillage, mais ses cernes restaient visibles et sa démarche trahissait un effort constant. « Les fleurs sont magnifiques, » dit-elle, en désignant le bouquet. « Tu te souviens ?»« Je me souviens de tout, » répondit-il simplement. Leur échange fut interrompu par Élodie, qui s'était déjà installée au piano et tapotait impatiemment les touches. « Je peux vous montrer ce que je sais jouer ?» Philippe se tourna vers elle avec un sourire. « Bien sûr, je t'écoute. » Pendant l'heure qui suivit, Philippe donna à Élodie sa première leçon de piano. Il fut surpris par sa concentration et sa facilité à assimiler ses conseils. Elle avait indéniablement hérité du talent musical de sa grand-mère, songeait-il en la regardant s'appliquer à placer correctement ses doigts sur les touches. Claire les observait depuis le canapé, sirotant le thé que Philippe lui avait servi. Son regard alternait entre sa fille et son ancien amant, et Philippe y décela une émotion complexe, fierté, mélancolie, peut-être même une forme de regret. « Tu veux essayer maintenant ?» demanda-t-il à Élodie, après qu'elle eut maîtrisé un exercice particulièrement difficile. « On pourrait jouer à 4 mains. Tu connais Au clair de la lune ?»« Bien sûr, c'est une chanson pour les bébés, » répondit-elle avec l'indignation de ceux qui se considèrent déjà grands. Philippe rit doucement. « Tu as raison. Alors, peut-être un petit morceau de Mozart? Celui-ci est simple, mais très joli. » Il lui montra la partition et commença à jouer lentement, l'invitant à le suivre. Au bout de quelques essais, ils parvinrent à jouer ensemble une version simplifiée de
la sonate en do majeur. La fierté qui illumina le visage d'Élodie lorsqu'ils terminèrent le morceau toucha Philippe au plus profond de lui-même. « On a réussi !» s'écria-t-elle en se tournant vers sa mère. « Tu as vu, maman, c'était merveilleux, ma chérie !» sourit Claire, mais sa voix était faible et Philippe remarqua qu'elle avait posé une main tremblante sur son front. « Claire, ça va ?» demanda-t-il inquiet. « Un peu de fatigue, c'est tout », répondit-elle en tentant de se redresser. Les effets secondaires du traitement. Mais Philippe n'était pas dupe. Il s'approcha d'elle et constata qu'elle était brûlante de fièvre. « Tu as une mine terrible. Tu devrais t'allonger un moment », insista-t-il. « Non, ça va aller. Nous allons rentrer. » Et elle n'acheva pas sa phrase. Ses yeux se révulsèrent et elle s'effondra sur le canapé, inconsciente. « Maman !» cria Élodie en se précipitant vers elle. Philippe réagit instantanément. Il vérifia le pouls de Claire, rapide mais présent, puis saisit son téléphone pour appeler les secours. « Ma mère est malade », expliqua-t-il à Élodie, qui regardait la scène avec terreur. « Mais je vais appeler un médecin tout de suite, et tout ira bien. » Mais tandis qu'il donnait son adresse au service d'urgence, il savait que rien n'irait bien. Claire était bien plus malade qu'elle ne l'avait laissé entendre, et le temps filait beaucoup plus vite qu'ils ne l'avaient tous deux anticipé. Les heures qui suivirent se déroulèrent comme dans un brouillard. L'arrivée des ambulanciers qui transportèrent Claire sur une civière, la petite main d'Élodie agrippant la sienne pendant qu'il suivait l'ambulance dans sa voiture, l'attente interminable dans le couloir aseptisé de l'hôpital Necker, tentant de distraire Élodie de son angoisse en lui racontant des histoires qu'il inventait maladroitement. Et puis, finalement, le médecin qui s'approcha d'eux, le visage grave. « Monsieur Dumas, vous êtes de la famille de Madame Martin ?» Philippe hésita. Que devait-il répondre? Qu'il était l'ex-amant de Claire, le père biologique de son enfant, un simple ami? C'est le parrain secret de maman, intervint Élodie, serrant toujours sa main. Et mon professeur de piano. Le médecin hocha la tête sans poser plus de questions. Madame Martin est stabilisée, mais son état est préoccupant. Le cancer s'est propagé plus rapidement que prévu. La fièvre est due à une infection opportuniste, conséquence de son système immunitaire affaibli par la chimiothérapie. « Est-ce que je peux la voir ?» demanda Élodie d'une petite voix. Le médecin lui sourit gentiment. « Pas tout de suite, ma grande. Ta maman a besoin de se reposer. Peut-être demain, d'accord ?» Élodie acquiesça courageusement, mais sa lèvre inférieure tremblait. « Et moi ?» demanda Philippe. « Pouvais-je lui parler un instant? Elle est sous sédatif, mais elle devrait être suffisamment consciente pour une courte visite, » concéda le médecin. « Qui va s'occuper de la petite pendant ce temps ?» Philippe regarda Élodie, réalisant soudain qu'il était désormais responsable d'elle. « Je n'ai personne à appeler, » admit-il. « Je ne connais pas les amis de Claire, ni sa babysitter habituelle. Ne-je peux demander à une assistante sociale de rester avec elle pendant que vous voyez sa mère ?» proposa le médecin. « Non !» s'écria Élodie en s'accrochant au bras de Philippe. « Je veux rester avec vous. » Philippe sentit une émotion puissante l'envahir. Sa fille lui faisait confiance, s'accrochait à lui comme à une bouée de sauvetage dans cette tempête. Il ne pouvait pas la décevoir. « Elle reste avec moi », décida-t-il fermement. « Nous attendons ensemble que sa mère soit en état de recevoir des visites. » Les heures s'étirèrent en une longue attente dans la salle d'attente stérile de l'hôpital. Il était près de minuit lorsqu'une infirmière vint enfin leur annoncer que Claire était suffisamment stable pour recevoir une brève visite. Élodie s'était finalement endormie sur les genoux de Philippe, épuisée par l'angoisse et les larmes. « Je ne peux pas la laisser seule », chuchota Philippe en désignant l'enfant endormi. L'infirmière hocha la tête avec compréhension. « Suivez-moi. Vous pouvez la déposer sur le fauteuil dans la chambre de sa mère pendant que vous parlez avec Madame Martin. » Philippe souleva délicatement Élodie dans ses bras, surpris par sa légèreté, par cette confiance absolue qu'elle lui accordait dans son sommeil. Il suivit l'infirmière à travers le dédale de couloirs jusqu'à une chambre individuelle où Claire reposait, entourée de machines qui émettaient des bips réguliers. Elle semblait minuscule dans ce lit d'hôpital, reliée à des perfusions et à un moniteur cardiaque. Son visage, dépouillé de tout maquillage, révélait les ravages de la maladie que Philippe n'avait pas pleinement mesurée jusqu'à présent. Ses pommettes saillaient sous sa peau diaphane et ses cheveux clairsemés trahissaient les effets de la chimiothérapie qu'elle avait su dissimuler sous des foulards élégants lors de leur rencontre précédente. Il déposa doucement Élodie sur le fauteuil près de la fenêtre et la couvrit de sa veste avant de s'approcher du lit de Claire. « Philippe », murmura-t-elle en ouvrant les yeux, sa voix à peine audible. « Je suis désolé pour ce drame. Ne t'excuse pas », répondit-il en prenant sa main fragile dans la sienne. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était si grave ?» Claire esquissa un faible sourire. « Je ne voulais pas te faire peur. Je pensais avoir plus de temps. Le médecin dit que l'infection est
sérieuse, mais qu'ils peuvent la traiter avec des antibiotiques puissants. L'infection peut-être, concéda Claire, mais pas le cancer. Il s'est propagé aux os et au foie maintenant. Elle serra faiblement sa main. Philippe, je dois te parler d'Élodie, de ce que j'attends de toi. Claire, ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment, l'interrompit-elle, avec une soudaine fermeté. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je dois m'assurer qu'Élodie sera protégée. Philippe regarda la petite forme endormie sur le fauteuil, puis revint à Claire. Tu as ma parole que je prendrai soin d'elle, promit-il. Mais tu vas te battre, Claire. Tu dois te battre pour elle. Claire ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, Philippe. Élodie n'est pas juste une responsabilité que je te transmets. Elle est intelligente, sensible et courageuse. Elle mérite d'être aimée pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle représente. Ce qu'elle représente, répéta Philippe, confus. Ta rédemption, précisa Claire avec une lucidité surprenante. Je te connais, Philippe. Tu vois en elle une chance de réparer tes erreurs passées, de te racheter à tes propres yeux pour m'avoir abandonné. Elle prit une respiration difficile. Mais Élodie n'est pas un instrument de ta rédemption. Elle est une personne à part entière, avec ses propres besoins, ses propres rêves. Ces mots frappèrent Philippe comme une gifle. Claire avait raison, bien sûr. Depuis qu'il avait appris qu'il était le père d'Élodie, il n'avait pensé qu'à lui-même, à sa culpabilité, à ses regrets, à son besoin de réparer le passé. Il n'avait pas vraiment réfléchi à ce que signifiait être un père, à ce dont Élodie avait besoin. Je veux que tu me promettes quelque chose, poursuivit Claire. Promets-moi que tu ne lui diras pas tout de suite que tu es son père. Quoi? Philippe fut pris au dépourvu. Mais je pensais que c'était justement ce que tu voulais, que j'assume mon rôle de père. Je veux que tu assumes la responsabilité d'être son père, oui. Mais je ne veux pas qu'elle apprenne brutalement que tout ce qu'elle croyait savoir sur ses origines est faux. Pas maintenant, alors qu'elle va déjà devoir affronter mon départ. Philippe sentit sa gorge se nouer. Claire refusait toujours de prononcer le mot mort, comme si le nommer pouvait le rendre plus réel. Alors comment dois-je me présenter à elle? Demanda-t-il, perdu. Continue d'être son parrain pour l'instant. Un ami de la famille qui prend soin d'elle pendant que sa mère est malade. Gagne sa confiance, apprends à la connaître. Quand le moment sera venu, quand elle sera prête, tu pourras lui dire la vérité. Et comment serai-je quand elle sera prête? Claire sourit faiblement. Tu le sauras, elle te guidera. Un silence s'installa entre eux, empli de tout ce qui n'avait jamais été dit, de toutes les années perdues, de tous les futurs qui ne seraient jamais. Claire, murmura finalement Philippe, pourquoi ne m'as-tu jamais dit pour Élodie? Pourquoi avoir attendu toutes ces années? La question qui le hantait depuis leur rencontre au restaurant, la question à laquelle il craignait de connaître la réponse. Claire détourna le regard vers la fenêtre où l'on apercevait les lumières de Paris dans la nuit. J'ai essayé, dit-elle doucement. Le jour où j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai appelé ton bureau. Ta secrétaire m'a dit que tu étais parti en voyage de noces et que tu ne souhaitais pas être dérangé. Elle eut un rire sans joie. J'ai rappelé un mois plus tard. Cette fois, la secrétaire m'a informé que Monsieur Dumas ne prenait plus mes appels, sur instruction de ton père. Philippe ferma les yeux, submergé par la honte. Il n'avait jamais su que Claire avait tenté de le contacter. Son père, bien sûr, avait dû intercepter ses messages, comme il contrôlait chaque aspect de sa vie. J'ai même essayé de t'écrire, poursuivit Claire, sa voix à peine audible. La lettre m'est revenue avec la mention « destinataire inconnu ». J'ai compris que ton père avait érigé un mur entre nous. Et puis, elle s'interrompit, semblant peser ses mots. J'ai lu dans les journaux à quel point ton mariage avec Hélène était parfait, comment vous formiez le couple idéal de la haute société parisienne. J'ai compris que tu avais fait ton choix, Philippe. J'ai décidé de respecter ce choix et d'élever notre fille seule. Je suis tellement désolé, murmura-t-il, les mots terriblement inadéquats face à l'ampleur de sa trahison. Si j'avais su, aurais-tu vraiment agi différemment? Demanda Claire, ses yeux cherchant la vérité dans les siens. Aurais-tu défié ton père, risqué ton héritage, ton avenir dans l'entreprise familiale pour moi, pour nous? Philippe voulait dire oui, affirmer avec conviction qu'il aurait tout sacrifié pour eux. Mais il ne pouvait pas mentir, pas maintenant, pas à Claire. Je ne sais pas, admit-il. À l'époque, j'étais différent, plus faible, sous l'emprise de mon père. Et maintenant, demanda-t-elle. Qui es-tu maintenant, Philippe Dumas? C'était la question fondamentale, celle qui définirait tout le reste. Philippe regarda Élodie qui dormait paisiblement, ignorant que sa vie entière allait bientôt basculer. Je suis quelqu'un qui ne fuira plus ses responsabilités, répondit-il, avec une conviction qui le surprit lui-même. Quelqu'un qui fera tout pour être digne de votre confiance à toutes les deux. Claire sembla satisfaite de cette réponse. Ou peut-être était-elle simplement trop épuisée pour poursuivre cette conversation. Ses paupières s'alourdissaient. Il y a des documents
documents dans mon appartement, murmura-t-elle, luttant contre le sommeil. Dans le tiroir de mon bureau, tous les papiers légaux pour la tutelle d'Élodie, ses dossiers médicaux, ses bulletins scolaires, le certificat de test ADN aussi, tout est prêt. Elle avait tout préparé, réalisa Philippe. Pendant qu'il accumulait des richesses dans sa tour d'ivoire, Claire avait méthodiquement organisé l'avenir de leur fille, anticipant chaque détail avec la précision désespérée de quelqu'un qui sait que son temps est compté. Claire, commença-t-il, mais elle l'interrompit. Philippe, il y a autre chose que tu dois savoir sur Élodie. Sa voix n'était plus qu'un souffle. Elle a des cauchemars, presque toutes les nuits. Elle rêve que je disparais, que je l'abandonne. Depuis que je lui ai parlé de ma maladie, c'est encore pire. Philippe sentit son cœur se serrer. Que dois-je faire quand ça arrive? Reste avec elle, tiens sa main, raconte-lui des histoires sur les étoiles. Elle adore l'astronomie. Et surtout, rappelle-lui qu'elle n'est pas seule, qu'elle ne sera jamais seule. Une infirmière passa la tête par la porte entrouverte. Je suis désolé, mais Madame Martin a besoin de repos maintenant. Philippe acquiesça. Il se pencha et déposa un baiser sur le front de Claire. Je reviendrai demain matin, avec Élodie. Claire hocha faiblement la tête. Emmène-la chez toi cette nuit. Il y a un sac avec ses affaires dans ma voiture. La clé est dans mon sac à main. Tu as tout prévu, murmura Philippe. C'est ce que font les mères, sourit-elle tristement. Va maintenant, elle a besoin de toi. Philippe souleva délicatement Élodie, qui ne se réveilla pas, blottie contre sa poitrine, comme si elle y avait toujours appartenu. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la chambre, Claire l'appela une dernière fois. Philippe, il se retourna. Merci d'être revenu dans nos vies, dit-elle simplement, même si c'est à la dernière minute. Ces mots le hantaient longtemps après qu'il eut quitté l'hôpital, portant sa fille endormie vers un avenir qu'aucun d'eux n'avait imaginé. Philippe n'avait jamais imaginé que la première nuit avec sa fille se déroulerait ainsi. Lorsqu'il arriva à son appartement, Élodie, toujours endormie dans ses bras, un sentiment d'irréalité l'envahit. Il avait récupéré le sac d'affaires dans la voiture de Claire, garé sur le parking de l'hôpital, et découvert qu'il contenait non seulement des vêtements de rechange pour Élodie, mais aussi son doudou préféré, un lapin gris élimé par des années d'étreinte, et un livre de contes. Claire avait vraiment pensé à tout. Philippe déposa délicatement Élodie dans la chambre d'amis, dont la décoration impersonnelle lui apparut soudain comme un cruel symbole de sa vie dépourvue d'attachement. Il borda la fillette et plaça le lapin en peluche contre elle. Instinctivement, même dans son sommeil, elle serra le doudou contre sa poitrine. Il resta là un long moment à contempler le visage paisible de sa fille, cherchant à y reconnaître ses propres traits. Le contour de sa mâchoire, peut-être. La forme de ses sourcils, certainement. Mais c'était surtout Claire qu'il voyait en elle. La même grâce naturelle, la même détermination qui transparaissait même dans son sommeil. Je te promets que je ne t'abandonnerai pas, murmura-t-il, avant de quitter la pièce, laissant la porte entrouverte. Il appela immédiatement son assistante personnelle, Charlotte, la réveillant sans remords malgré l'heure tardive. Il lui expliqua la situation en termes vagues. Une amie hospitalisée, sa fille dont il devait s'occuper temporairement. J'ai besoin que vous annuliez tous mes rendez-vous pour les 2 prochaines semaines, ordonna-t-il. Et trouvez-moi la meilleure pédiatre de Paris, au cas où. Aussi, envoyez quelqu'un acheter tout ce dont une fillette de 8 ans pourrait avoir besoin. Vêtements, livres, jouets. Et faites transformer la chambre d'amis en chambre d'enfants dès demain. Monsieur Dumas, répondit Charlotte avec ce calme imperturbable qui faisait d'elle une assistante irremplaçable. Je m'occupe de tout, mais puis-je me permettre de vous suggérer d'attendre l'avis de la petite pour la décoration de sa chambre? Les enfants ont généralement des préférences très marquées. Philippe fut pris au dépourvu par cette remarque pleine de bon sens. Vous avez raison. Merci Charlotte. Il raccrochait à peine que des sanglots retentirent dans la chambre d'à côté. Il s'y précipita pour découvrir Élodie assise sur le lit, les yeux grands ouverts et emplis de terreur. « Maman !» criait-elle. « Où est maman ?»« Élodie !» dit-il doucement en s'approchant. « Ta maman est à l'hôpital, tu te souviens? Les médecins s'occupent bien d'elle. » La fillette le fixa un instant comme si elle ne le reconnaissait pas. Puis la mémoire sembla lui revenir. « Monsieur Dumas, murmura-t-elle, est-ce que maman va mourir ?» Cette question directe, posée avec la terrible franchise des enfants, lui coupa le souffle. Comment répondre? Mentir serait cruel, mais la vérité l'était tout autant. « Ta maman est très malade, » dit-il finalement en s'asseyant sur le bord du lit. « Les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour l'aider. Elle va mourir, » affirma Élodie. Ce n'était pas une question cette fois. Comme dans mes rêves. Philippe se rappela ce que Claire lui avait dit à propos des cauchemars. « Tu fais souvent des mauvais rêves ?» Élodie hocha la tête, serrant son lapin contre elle. « Presque toutes les nuits. Je rêve que maman s'en va très loin, dans un endroit où je ne peux pas la suivre. Elle me laisse toute seule
seul dans le noir. Tu n'es pas seul, Élodie, dit Philippe en posant maladroitement une main sur la sienne. Je suis là maintenant. Mais vous allez partir aussi, répliqua-t-elle avec une logique implacable. Les adultes partent toujours. Cette affirmation, prononcée avec une conviction si profonde par une si petite personne, brisa quelque chose en Philippe. Il comprenait maintenant pleinement ce que Claire avait essayé de lui faire comprendre à l'hôpital. Ce n'était pas seulement de stabilité financière dont Élodie avait besoin, mais de certitude affective, de savoir qu'elle ne serait pas abandonnée. Encore une fois, je ne partirai pas, promit Philippe, chaque mot pesant comme un serment solennel. Élodie le regarda d'un air sceptique, comme si elle avait entendu cette promesse trop de fois pour y croire. Comment je peux en être sûr? Philippe réfléchit un instant. Comment prouver à une enfant qu'on ne l'abandonnera pas quand toutes les promesses du monde ne semblent pas suffisantes? C'est alors qu'il eut une idée. Tu aimes les étoiles, n'est-ce pas? Ta mère m'a dit que tu t'intéressais à l'astronomie. Élodie acquiesça, intriguée par ce changement de sujet. Connais-tu l'étoile polaire? Demanda-t-il. Bien sûr, répondit-elle, une pointe de fierté dans la voix. C'est l'étoile qui indique toujours l'honneur. Elle ne bouge presque pas dans le ciel, contrairement aux autres. Exactement, sourit Philippe. Depuis des milliers d'années, les marins l'utilisent pour retrouver leur chemin quand ils sont perdus en mer. Elle est toujours là, fiable, immuable. Il fit une pause. Je veux être comme l'étoile polaire pour toi, Élodie. Un point fixe dans ta vie. Quelqu'un sur qui tu pourras toujours compter, quoi qu'il arrive. Élodie le considéra longuement. Ses yeux verts, si semblables à ceux de Claire, scrutant son visage comme pour y déceler toute trace de mensonge. Puis sans prévenir, elle se jeta dans ses bras. J'ai peur, monsieur Dumas, sanglota-t-elle contre sa poitrine. J'ai peur que maman ne revienne pas de l'hôpital. Philippe la serra contre lui, sentant son petit corps secoué par les pleurs. Je sais, ma puce, je sais. Il ne lui dit pas que tout irait bien, car ce serait un mensonge. Il ne lui dit pas qu'elle ne devait pas avoir peur, car sa peur était légitime. Il se contenta d'être là, de la tenir fermement, jusqu'à ce que ses sanglots s'apaisent. Est-ce que tu voudrais que je te raconte une histoire sur les étoiles? Proposa-t-il, quand elle se calma enfin. Elle hocha la tête, essuyant ses larmes du revers de la main. Philippe se leva, alla chercher une couverture supplémentaire dans le placard, puis revint s'asseoir sur le lit, adossé contre la tête de lit. Élodie vint naturellement se blottir contre lui, comme si ce rituel du coucher existait entre eux depuis toujours. Connais-tu la légende de Cassiopée? Commença-t-il, désignant par la fenêtre la constellation en forme de W clairement visible dans le ciel nocturne parisien. Élodie secouait la tête, buvant ses paroles, tandis qu'il lui racontait l'histoire de la reine vaniteuse transformée en constellation. Puis d'autres contes sur les étoiles suivirent, jusqu'à ce que la respiration de l'enfant devienne régulière et profonde contre son flanc. Le lendemain matin, Philippe se réveilla avec une crampe au cou, toujours assis dans la même position, Élodie paisiblement endormie contre lui. Le soleil matinal inondait la chambre, et pour la première fois depuis des années, il ressentit une paix intérieure qu'il croyait à jamais perdue. Ce moment de quiétude fut brisé par la sonnerie de son téléphone. Il se dégagea délicatement pour ne pas réveiller Élodie et sortit dans le couloir pour répondre. C'était l'hôpital. Claire avait fait une rechute pendant la nuit. Son état s'était dramatiquement aggravé. Elle demande à vous voir, expliqua le médecin. Elle insiste pour voir sa fille aussi. Je dois vous prévenir, monsieur Dumas, que son état est critique. Si vous souhaitez qu'elle puisse se dire au revoir, vous devriez venir rapidement. Se dire au revoir. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Philippe avec une finalité dévastatrice. Il n'était pas prêt. Élodie n'était certainement pas prête. Mais la mort ne demandait jamais si on était prêt. Il réveilla doucement Élodie, l'aida à s'habiller et à se préparer, évitant soigneusement de mentionner l'urgence de la situation, mais précisant qu'ils allaient voir sa mère à l'hôpital. « Est-ce qu'elle va mieux ?» demanda innocemment Élodie pendant qu'ils descendaient au garage. « Les médecins font tout ce qu'ils peuvent, » répondit Philippe, haïssant cette réponse évasive, mais incapable de prononcer les mots qui briseraient le cœur de sa fille. Pendant le trajet, Philippe se surprit à prier pour la première fois depuis son enfance. Il ne savait pas exactement à qui il adressait ses prières, il avait perdu la foi depuis longtemps, mais il implorait une force quelconque dans l'univers de donner à Claire un peu plus de temps, d'épargner à Élodie cette douleur, ou du moins de lui donner la force, à lui, d'être à la hauteur de ce qui allait suivre. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, une infirmière les attendait dans le hall. Son expression grave confirma les pires craintes de Philippe. « Elle vous attend », dit-elle simplement. Elle a refusé toute médication supplémentaire pour rester lucide. Elle a insisté pour que sa fille puisse lui parler une dernière fois. Philippe prit la main d'Élodie dans la
sienne. Elle la serra fort, comme si elle savait instinctivement que quelque chose d'irrémédiable était sur le point de se produire. À leur entrée dans la chambre, Philippe eut du mal à reconnaître Claire. En à peine une nuit, elle semblait avoir vieilli de 10 ans. Son visage était cireux, ses lèvres bleuâtres et sa respiration laborieuse. Mais ses yeux, ces magnifiques yeux verts qui avaient ensorcelé Philippe dès leur première rencontre, brillaient toujours d'une lumière intense. « Maman !» s'écria Élodie en lâchant la main de Philippe pour se précipiter au chevet de sa mère. « Ma chérie !» murmura Claire en tendant une main tremblante vers sa fille. « Viens près de moi. » Élodie grimpa sur le lit avec précaution, se glissant contre sa mère qui l'entoura faiblement de son bras. Claire regarda Philippe par-dessus la tête de sa fille et leur échange silencieux contenait tout ce qu'ils n'avaient jamais pu se dire, tout ce qu'ils ne se diraient jamais. « Élodie, mon amour, » commença Claire, sa voix à peine audible, « je dois te dire quelque chose de très important. » La petite fille leva les yeux vers sa mère, les siens déjà emplis de larmes, comme si elle pressentait ce qui allait suivre. « Tu sais que je suis très malade, » continua Claire, « et parfois, quand les gens sont très malades, leurs corps ne peuvent plus guérir, même avec tous les médicaments du monde. Tu vas aller au ciel, c'est ça ?» demanda Élodie, sa voix brisée, mais étonnamment calme. Claire sourit tristement. « Oui, ma chérie, mais pas tout de suite. J'ai encore un peu de temps pour te serrer dans mes bras et te dire à quel point je t'aime. » Philippe s'approcha du lit, incertain de sa place dans cet adieu déchirant. Claire tendit sa main libre vers lui, l'invitant à se joindre à elle. Il la prit et s'assit sur le bord du lit. « Écoute-moi bien, Élodie, » poursuivit Claire. « Quand je ne serai plus là, Monsieur Dumas prendra soin de toi. Il sera ta famille maintenant. » Élodie regarda Philippe, puis revint à sa mère. « Il sera comme un papa ?» La question innocente créa un moment de tension presque palpable dans la pièce. Philippe et Claire échangèrent un regard lourd de sens. « Oui, » répondit finalement Claire, « comme un papa. » Elle hésita, puis ajouta en choisissant soigneusement ses mots. « En fait, Philippe est bien plus qu'un parrain pour toi, Élodie. Il est quelqu'un de très spécial qui t'aime beaucoup. » Elle regarda Philippe comme pour lui signifier que c'était à lui de décider quand et comment révéler le reste de la vérité. « Je resterai toujours avec toi, Élodie, » promit Philippe, sa voix trahissant son émotion. « Tu ne seras jamais seule, comme l'étoile polaire ?» demanda l'enfant, se rappelant leur conversation de la nuit précédente. « Exactement comme l'étoile polaire, » confirma-t-il. Claire les observait, une expression de paix se répandant sur son visage malgré la douleur évidente. « Vous formez déjà une belle équipe tous les deux, » murmura-t-elle. Elle ferma les yeux un instant, visiblement épuisée par cet échange. Quand elle les rouvrit, son regard était plus lointain, comme si elle commençait déjà à s'éloigner d'eux. « Philippe, » dit-elle si doucement qu'il dut se pencher pour l'entendre, « j'ai une dernière chose à te dire. Dans mon bureau, il y a une boîte rouge au fond du tiroir du bas. Elle contient toutes les lettres que je t'ai écrites pendant ces 8 années, des lettres que je n'ai jamais envoyées. Je veux que tu les lises, mais seulement quand tu seras prêt. » Philippe acquiesça, incapable de parler tant sa gorge était serrée. « Et une chose encore, » ajouta Claire, son souffle devenant de plus en plus faible. « Je te pardonne, Philippe. Je t'ai pardonné il y a longtemps. J'espère que tu pourras te pardonner aussi. » Ces mots, ce cadeau inattendu qu'elle lui offrait à ses derniers instants, firent céder la digue qui retenait les émotions de Philippe. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues, tandis qu'il serrait la main de Claire, incapable de formuler une réponse adéquate à cette absolution qu'il ne méritait pas. C'est à ce moment précis, alors que ces 3 âmes brisées se trouvaient réunies dans cette chambre d'hôpital stérile, que Claire ferma lentement les yeux, un léger sourire aux lèvres. Sa main dans celle de Philippe devint soudain plus lourde, et le moniteur cardiaque à côté du lit émit un long bip continu. Élodie, avec cette intuition surnaturelle des enfants, comprit immédiatement. « Maman !» appela-t-elle doucement, puis plus fort, plus désespérément. « Maman !» Philippe attira l'enfant contre lui, alors que les infirmières et médecins se précipitaient dans la chambre. Il l'entraîna dans le couloir, la serrant contre sa poitrine, tandis qu'elle hurlait de douleur, ses petits poings martelant son torse. « Je te déteste !» criait-elle entre 2 sanglots. « Tu avais promis, tu avais dit que tu serais comme l'étoile polaire, mais tu n'as pas pu sauver maman. » Chaque mot était un poignard dans le cœur de Philippe, mais il ne relâcha pas son étreinte. Il absorba sa colère, sa douleur, comprenant qu'elle avait besoin d'extérioriser ce torrent d'émotions. « Je suis là, Élodie, » répétait-il inlassablement. « Je suis là et je ne te quitterai pas. Jamais. » Peu à peu, les cris de la fillette se transformèrent en sanglots, puis en gémissements, jusqu'à ce qu'elle s'effondre contre lui, épuisée par le chagrin. Philippe la porta jusqu'à une salle d'attente vide où il s'assit, la gardant sur ses genoux, lui caressant doucement les cheveux.
cheveux. Est-ce qu'elle est au ciel maintenant? Demanda finalement Élodie d'une voix éteinte. Oui, répondit Philippe, se rappelant que Claire avait évoqué le ciel dans leur dernière conversation. Elle est parmi les étoiles maintenant, et elle veillera toujours sur toi de là-haut, comme l'étoile polaire, demanda à nouveau l'enfant. Encore plus brillante que l'étoile polaire, affirma Philippe. Et désormais, c'est à moi de prendre soin de toi, comme elle le souhaitait. Élodie releva la tête pour le regarder, ses yeux gonflés de larmes, mais emplis d'une gravité troublante pour son âge. Est-ce que vous allez être mon nouveau papa maintenant? La question, si directe, si chargée de sens et d'attente, figea Philippe. Pas maintenant, avait dit Claire. Pas tant qu'elle ne serait pas prête. Mais qu'était-il censé répondre? Comment expliquer à une enfant de 8 ans qui venait de perdre sa mère la complexité de leur situation? Je serai ce dont tu as besoin que je sois, Élodie, répondit-il finalement. Pour l'instant, je peux être ton gardien, ton ami, ton étoile polaire. Un jour, quand le moment sera venu, nous parlerons de ce que signifie vraiment être un père. Cette réponse sembla la satisfaire, car elle reposa sa tête contre sa poitrine, épuisée par les émotions. Un médecin apparut dans l'encadrement de la porte, l'air sombre. « Monsieur Dumas, je suis désolé, mais Madame Martin, je sais, » l'interrompit Philippe. « Nous le savons, » ajouta-t-il en désignant Élodie, qui s'était miraculeusement endormie contre lui, le chagrin ayant drainé ses dernières forces. Le médecin hocha la tête avec compassion. « Il y a des formalités administratives à remplir, mais elles peuvent attendre demain si vous préférez ramener la petite chez vous maintenant. »« Merci, » dit simplement Philippe. « Je reviendrai demain. » Alors qu'il portait Élodie endormie vers la sortie de l'hôpital, cet endroit qui avait vu la fin d'une vie et le début d'une autre, Philippe comprit que rien ne serait plus jamais comme avant. Sa vie de milliardaire solitaire venait de voler en éclats, remplacée par quelque chose de bien plus complexe, de bien plus effrayant, mais aussi potentiellement bien plus significatif. Il avait perdu Claire une seconde fois, définitivement. Mais il avait gagné une fille. Maintenant, il devait apprendre à être un père. Le père qu'Élodie méritait, pas celui qu'il avait eu. Les jours qui suivirent la mort de Claire s'écoulèrent dans un brouillard de démarches administratives, de formalités funéraires et d'émotions brutes. Philippe, habitué à déléguer les aspects pratiques de sa vie à son personnel, se retrouva soudain à gérer lui-même chaque détail, déterminé à honorer Claire comme elle le méritait et à protéger Élodie de l'aspect le plus sordide du deuil. Une semaine exactement après le décès de Claire, ils se tenaient tous les deux devant sa tombe au cimetière du Père-Lachaise. Le temps était étrangement clément pour un jour de novembre. Le soleil perçant timidement entre les nuages, illuminant les feuilles dorées qui tapissaient les allées. Philippe avait veillé à ce que la cérémonie soit intime, refusant l'offre de Charlotte d'organiser un événement plus élaboré. Seuls quelques collègues de Claire de l'université, 2 ou 3 amis proches et la maîtresse d'école d'Élodie étaient présents. Élodie, vêtue d'une robe noire que Philippe avait achetée spécialement pour l'occasion, se tenait immobile à ses côtés, sa petite main serrant la sienne avec une force surprenante. Elle n'avait pas pleuré pendant la cérémonie, observant chaque rituel avec un calme presque inquiétant pour une enfant de son âge. Alors que les autres participants s'éloignaient, Philippe et Élodie restèrent devant la tombe fraîchement recouverte de fleurs, des pivoines bien sûr, mais aussi des étoiles de Bethléem qu'Élodie avait spécifiquement demandées parce qu'elles ressemblent à des étoiles. Et maman est dans les étoiles maintenant. « Est-ce qu'on peut rentrer à la maison maintenant ?» demanda finalement la fillette, sa voix si faible que Philippe dut se pencher pour l'entendre. « Bien sûr, ma puce, » répondit-il doucement. « Tu veux dire à notre vraie maison ?» précisa Élodie en levant les yeux vers lui. « L'appartement de maman et moi. » Philippe fut pris au dépourvu. Depuis le décès de Claire, Élodie était restée dans son appartement, dormant dans la chambre d'amis qu'il avait sommairement adaptée pour elle. Il n'avait pas encore abordé la question de leur arrangement permanent, préférant attendre que le choc initial s'estompe. Mais bien sûr, l'enfant devait se sentir déraciné, loin de ses repères familiers, de ses jouets, de l'environnement que Claire avait créé pour elle. « Tu veux retourner dans ton appartement ?» demanda-t-il, incertain de la marche à suivre. Élodie hocha la tête. « J'ai besoin de voir les affaires de maman », expliqua-t-elle simplement, pour me souvenir. Le cœur de Philippe se serra. Il n'avait pas pensé à cet aspect, au besoin d'Élodie de s'accrocher aux souvenirs tangibles de sa mère. « Alors, c'est ce que nous allons faire », décida-t-il. « Nous irons chercher tout ce que tu veux garder. » Il ne précisa pas qu'il ne pourrait pas y rester indéfiniment. L'appartement avait été loué au nom de Claire, et bien qu'il puisse facilement continuer à payer le loyer, ce n'était pas une solution à long terme. Mais ce n'était pas le moment d'en discuter. 1 heure plus tard, il se tenait au milieu du salon modeste mais chaleureux de l'appartement de Claire dans le 11e arrondissement. L'endroit
toit respirait encore sa présence. Un livre de poésie abandonné sur l'accoudoir du canapé, une tasse de thé à moitié vide sur la table basse, des copies d'étudiants soigneusement empilées sur le bureau, comme si elle était simplement sortie faire des courses et allait revenir d'un instant à l'autre. Élodie traversa silencieusement l'appartement, touchant délicatement les objets, s'arrêtant devant les photos encadrées qui jalonnaient les murs. Elle bébé dans les bras de Claire, ses premiers pas, elle deux sur une plage normande, à Noël devant un sapin, toute une vie capturée en images, une vie dont Philippe avait été absent. « Regarde », dit soudain Élodie en pointant du doigt une photo qu'il n'avait pas remarquée. « C'est toi avec maman. » Philippe s'approcha, stupéfait. Effectivement, dans un petit cadre sur l'étagère, se trouvait une photo de Claire et lui, enlacés, riant face à l'objectif. Il se souvenait parfaitement de ce moment, un pique-nique au jardin du Luxembourg, quelques mois avant qu'il ne l'abandonne. Il était alors étudiant en dernière année à HEC et Claire préparait son doctorat de littérature. Ils étaient si jeunes, si insouciants. « Tu étais l'amoureux de maman avant ?» demanda Élodie, avec cette franchise déconcertante propre aux enfants. Philippe déglutit difficilement. « Oui, admit-il, il y a très longtemps. Pourquoi vous n'êtes plus restés ensemble ?» La question qu'il redoutait. Comment expliquer à une enfant de 8 ans qu'il avait choisi l'héritage familial et les attentes de son père plutôt que l'amour? Comment lui faire comprendre sans noircir sa propre image, la lâcheté dont il avait fait preuve? C'est compliqué, Élodie, commença-t-il prudemment. Parfois, les adultes font des choix qu'ils regrettent ensuite. J'ai fait un mauvais choix et ta maman et moi nous sommes séparés. Élodie le considéra longuement, son regard vert, si semblable à celui de Claire, semblant lire en lui avec une perspicacité troublante. Est-ce que c'est pour ça que tu nous envoyais de l'argent en secret? Parce que tu regrettais? Philippe fut pris au dépourvu. Comment sais-tu pour l'argent? J'ai entendu maman parler au téléphone avec tante Sophie, expliqua-t-elle. Elle a dit que notre bienfaiteur anonyme était en réalité son ex-amoureux qui se sentait coupable. Cet enfant ne cessait de le surprendre. Oui, confirma-t-il, décidant que l'honnêteté était la meilleure approche, jusqu'à un certain point. Je regrettais de ne pas être resté dans la vie de ta maman, alors j'essayais d'aider comme je pouvais, même de loin. Est-ce que tu regrettes aussi de ne pas avoir été dans ma vie? Demanda-t-elle ensuite, le fixant droit dans les yeux. Philippe sentit sa gorge se nouer. C'était le moment parfait pour lui révéler la vérité, pour lui dire qu'il était son père. Mais le souvenir de la promesse faite à Claire le retint. Pas maintenant, pas si tôt après sa mort, pas alors qu'Élodie était encore si vulnérable. Je regrette chaque jour que j'ai manqué de ta vie, Élodie, répondit-il sincèrement. Si j'avais su quel petit miracle tu étais, j'aurais fait les choses différemment. Elle sembla accepter cette réponse, hochant la tête avec une gravité qui semblait bien trop mûre pour son âge. Puis, sans avertissement, elle se jeta dans ses bras, enfouissant son visage contre sa poitrine. « Je suis contente que tu sois là maintenant », murmura-t-elle, sa voix étouffée par le tissu de sa chemise. « Moi aussi, ma puce », répondit Philippe, la gorge serrée d'émotion. « Moi aussi. » Ils passèrent les heures suivantes à parcourir l'appartement. Élodie choisissant méthodiquement ce qu'elle souhaitait emporter. Des vêtements, des jouets, des livres, mais surtout des objets ayant appartenu à Claire. Son écharpe préférée, son parfum, des photos, le châle en cachemire qu'elle portait les jours froids. Philippe, de son côté, rassemblait les documents importants, comme Claire le lui avait indiqué. Dans le tiroir du bureau, il trouva effectivement la boîte rouge contenant les lettres qu'elle lui avait écrites mais jamais envoyées. Il la glissa dans sa mallette, le cœur lourd pour les lire plus tard, quand il serait prêt. C'est en rangeant des papiers qu'il tomba sur un dossier médical. Il l'ouvrit et son sang se glaça. Les rapports étaient datés de plus de 2 ans auparavant. Claire avait été diagnostiquée bien plus tôt qu'elle ne le lui avait dit. Elle avait lutté contre la maladie pendant tout ce temps, seule, sans jamais le contacter, jusqu'à ce que la situation devienne désespérée. « Pourquoi as-tu attendu si longtemps ?» murmura-t-il pour lui-même, une vague de culpabilité renouvelée l'envahissant. Philippe, la voix d'Élodie le tira de ses pensées. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, serrant contre elle un ours en peluche élimé. « Est-ce que j'aurais le droit d'avoir mon chat avec nous ?»« Ton chat ?» répéta-t-il confus. Il n'avait vu aucun animal dans l'appartement. « Oui, Platon, il est chez la voisine depuis que maman est à l'hôpital. » Philippe n'avait pas envisagé d'animal de compagnie dans son luxueux appartement aux meubles de designer. Mais devant le regard plein d'espoir d'Élodie, comment refuser? « Bien sûr, sourit-il. Allons chercher Platon. » La voisine en question, Madame Moreau, une femme d'une 60aine d'années au visage bienveillant, les accueillit avec chaleur, bien que son regard s'attardât sur Philippe avec une curiosité non dissimulée.
dissimuler. « Alors, c'est vous, le fameux Philippe », dit-elle après qu'Élodie se fut précipitée à l'intérieur pour retrouver son chat. « Claire parlait souvent de vous, vous savez. »« Vraiment ?» s'étonna-t-il. « Oh oui, le grand amour de ma vie. C'est comme ça qu'elle vous appelait. » Madame Moreau le dévisageait sans gêne. Elle n'a jamais voulu me dire pourquoi vous n'étiez plus ensemble, mais elle gardait toujours cette photo de vous deux sur son étagère. Philippe ne sut que répondre. L'idée que Claire l'ait encore considéré comme le grand amour de sa vie, après tout ce qu'il lui avait fait subir, le bouleversait profondément. « J'espère que vous prendrez bien soin de la petite, » poursuivit Madame Moreau. « C'est un ange, cet enfant. Elle a été si courageuse pendant toute la maladie de Claire. Je ferai de mon mieux, promit Philippe. Elle ne manquera de rien. Ce n'est pas de choses matérielles dont elle a besoin, monsieur Dumas, répliqua la vieille dame avec une franchise déconcertante. C'est d'amour et de stabilité. Claire s'inquiétait beaucoup pour cela. Elle se demandait si vous seriez capable de donner à Élodie l'attention émotionnelle dont elle a besoin, étant donné votre mode de vie. Ces paroles frappèrent Philippe comme une gifle. Était-ce ainsi que Claire le percevait encore? Comme un homme incapable d'amour véritable, trop absorbé par ses affaires et son argent? Le pire, c'est qu'elle n'avait peut-être pas tort. Jusqu'à maintenant, sa vie avait été centrée sur la réussite professionnelle, l'accumulation de richesses, le pouvoir. Savait-il seulement comment être présent émotionnellement pour quelqu'un d'autre? Élodie réapparut à ce moment, tenant dans ses bras un gros chat tigré à l'air passablement grognon. « Regarde, Philippe, c'est Platon. Il est un peu timide avec les étrangers, mais il est très intelligent. Maman dit qu'il comprend quand on lui parle. Il est magnifique, sourit Philippe, tendant prudemment la main vers l'animal qui la renifla avec suspicion. Après avoir remercié Madame Moreau et promis de lui donner régulièrement des nouvelles d'Élodie, ils retournèrent à l'appartement pour terminer leurs préparatifs. Philippe avait fait venir une entreprise de déménagement pour les cartons plus volumineux, mais les objets les plus précieux, ils les transporteraient eux-mêmes. « Est-ce qu'on va vivre dans ton grand appartement maintenant ?» demanda Élodie, tandis qu'il descendait l'escalier, elle tenant fermement la cage de transport de Platon. « Pour l'instant, oui, répondit Philippe. Mais si tu préfères, nous pourrions chercher une autre maison, un endroit qui serait vraiment à nous deux. » L'idée venait de lui traverser l'esprit, mais elle faisait sens. Son appartement de célibataire, aussi luxueux soit-il, n'était pas adapté à une vie de famille, et peut-être qu'un nouveau départ, dans un lieu qui n'appartiendrait ni à son passé, ni à celui d'Élodie, pourrait les aider à construire quelque chose ensemble. « Avec un jardin ?» demanda Élodie, une lueur d'espoir dans ses yeux qui avaient été si tristes ces derniers jours, pour que Platon puisse sortir. « Avec un grand jardin, confirma Philippe, et peut-être même une balançoire. Et est-ce qu'on pourrait avoir une chambre spéciale pour les étoiles, avec un télescope et des cartes du ciel? Tout ce que tu voudras, Élodie. Nous en ferons un vrai observatoire, si tu le souhaites. » Il s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Ce sera notre nouvelle maison, celle que nous créerons ensemble. » Pour la première fois depuis la mort de Claire, un véritable sourire illumina le visage d'Élodie. Ce n'était qu'une ébauche, un timide rayon de soleil perçant les nuages de chagrin, mais c'était un début. Alors qu'il montait dans la voiture, Philippe remarqua qu'Élodie tenait fermement un objet contre sa poitrine, en plus de la cage de Platon. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il doucement. Elle ouvrit ses mains, révélant un pendentif en forme d'étoile à 8 branches. « C'est le collier que maman portait toujours, » expliqua-t-elle. « Elle m'a dit un jour que c'était un cadeau de quelqu'un de très spécial et qu'elle me le donnerait quand je serais grande. » Sa voix se brisa légèrement. « La voisine m'a dit que maman voulait que je l'aie maintenant. » Philippe reconnut immédiatement le bijou. C'était lui qui l'avait offert à Claire pour son 25e anniversaire, quelques semaines avant leur rupture. Une étoile polaire en argent symbolisant son amour éternel. Une promesse qu'il avait brisée. « C'est une étoile polaire, » dit-il doucement, sa voix tremblante d'émotion. « Je sais, » répondit Élodie. « Maman me l'a dit. Elle m'a raconté que l'étoile polaire était spéciale parce qu'elle reste toujours au même endroit dans le ciel et qu'on peut compter sur elle pour retrouver son chemin. » Un silence lourd de sens s'installa entre eux. Philippe comprenait maintenant pourquoi l'image de l'étoile polaire avait si profondément résonné chez Élodie lorsqu'il l'avait utilisée pour la rassurer. Ce n'était pas une coïncidence. Claire avait maintenu vivant ce symbole de leur amour à travers leur fille, même après tout ce temps. « Est-ce que tu peux me le mettre ?» demanda Élodie, lui tendant le collier. Les mains de Philippe tremblaient légèrement, tandis qu'il attachait la fine chaîne autour du cou de sa fille. L'étoile scintilla doucement contre sa peau, comme un lien tangible entre le passé et le présent, entre la mère perdue et le père retrouvé. « Il te va parfaitement, dit-il, la gorge nouée. » Élodie toucha
délicatement le pendentif. « Maintenant, j'ai 2 étoiles polaires, murmura-t-elle. Maman dans le ciel, et toi, ici avec moi. » Philippe fut incapable de répondre, submergé par l'émotion. Il démarra la voiture en silence, jetant un dernier regard à l'immeuble qui avait abrité pendant 8 ans la vie de Claire et d'Élodie, une vie dont il avait été exclu par ses propres choix. Alors qu'il s'éloignait, Élodie se retourna sur son siège pour regarder une dernière fois l'appartement. « Au revoir, maman », l'entendit-il murmurer. Puis, se tournant vers lui, « On peut aller à la maison maintenant. » La maison. Ce mot résonnait étrangement aux oreilles de Philippe. Depuis combien de temps n'avait-il pas considéré un endroit comme sa maison? Son luxueux appartement n'était qu'un lieu où il dormait entre 2 voyages d'affaires. Mais maintenant, avec Élodie, il avait une chance de créer un véritable foyer, ce qui lui manquait depuis toujours, sans qu'il en soit vraiment conscient. « Oui, Élodie, » répondit-il doucement. « Entrons à la maison. » 6 mois s'étaient écoulés depuis le décès de Claire. L'hiver avait cédé la place au printemps, puis à un été précoce qui baignait Paris d'une lumière dorée. La vie de Philippe avait connu une transformation si profonde qu'il peinait parfois à reconnaître l'homme qu'il avait été auparavant. Ils avaient déménagé 3 mois plus tôt dans une élégante maison de Neuilly-sur-Seine, avec un jardin suffisamment grand pour que Platon puisse explorer à sa guise et pour qu'Élodie ait sa balançoire. Comme promis, Philippe avait fait aménager une pièce spéciale sous les combles, avec un toit en partie vitré et un télescope professionnel, le fameux observatoire qui faisait la fierté d'Élodie et qu'elle montrait avec enthousiasme à ses rares amis invités. La transition n'avait pas été sans difficulté. Élodie avait connu des périodes de chagrin intense, des nuits entrecoupées de cauchemars où elle appelait sa mère. Elle avait parfois des accès de colère inexpliqués. Rejetant Philippe, pouvant ensuite se jeter dans ses bras en sanglotant. La psychologue pour enfants que Philippe avait consultée l'avait rassuré. C'était un processus normal de deuil pour une enfant de cet âge. L'important était d'être présent, constant, patient. Et patient, Philippe l'avait été, au-delà de ce qu'il croyait possible. Lui qui, autrefois, s'emportait pour un rapin de bourse, en retard de quelques minutes, apprenait désormais à respirer profondément face aux crises d'une fillette de 8 ans. Il avait considérablement réduit ses heures de travail, déléguant davantage à ses directeurs, et avait même refusé un contrat majeur en Asie qui aurait nécessité de nombreux voyages. Ce matin-là, Philippe préparait le petit déjeuner, une compétence qu'il avait laborieusement acquise ces derniers mois quand Élodie descendit les escaliers, déjà habillée pour l'école. Platon sur ses talons. « Bonjour », lança-t-elle joyeusement en s'installant au comptoir de la cuisine. « Tu as fait des crêpes. J'ai pensé que ce serait une bonne façon de célébrer, » sourit Philippe en lui servant une assiette. « Célébrer quoi ?» demanda Élodie, la bouche déjà pleine de crêpes au chocolat. « Des résultats scolaires exceptionnels. La maîtresse m'a appelé hier soir pour me dire à quel point elle était impressionnée par tes progrès, surtout en mathématiques. » Le visage d'Élodie s'illumina de fierté. « C'est grâce à toi qui m'aide avec mes devoirs, » dit-elle en lui adressant ce sourire qui avait le pouvoir de faire fondre son cœur à chaque fois. « Non, c'est grâce à ton travail et à ton intelligence, » corrigea doucement Philippe. « Je ne fais que t'accompagner. » Il y eut un moment de silence confortable pendant qu'Élodie savourait sa crêpe et que Philippe sirotait son café. Ces moments de normalité domestique étaient devenus précieux pour lui, porteurs d'une satisfaction qu'aucune réussite professionnelle n'avait jamais égalée. « Philippe, » commença Élodie en reposant sa fourchette, « je dois te demander quelque chose d'important. » Le ton sérieux de sa voix alerta immédiatement Philippe. « Je t'écoute, » dit-il en posant sa tasse. « Pour la fête des pères à l'école la semaine prochaine, » continua-t-elle en tripotant nerveusement sa serviette. « Est-ce que je peux t'inviter ? La maîtresse a dit que je pouvais inviter mon tuteur, mais elle hésita, cherchant ses mots. Mais je préférerais te présenter comme mon père. » Philippe sentit sa gorge se nouer. Depuis 6 mois qu'ils vivaient ensemble, ils n'avaient jamais clairement défini leur relation en ces termes. Officiellement, il était son tuteur légal. Pour l'école et l'administration, il était Monsieur Dumas, le parrain d'Élodie qui a obtenu sa garde après le décès de sa mère. Mais au quotidien, leur relation avait naturellement évolué vers quelque chose de plus profond, de plus familial. « Élodie, » dit-il doucement, choisissant ses mots avec soin, « rien ne me rendrait plus heureux que d'être considéré comme ton père. Mais c'est une décision très importante. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux ?» Elle hocha vigoureusement la tête. « Oui, tu t'occupes de moi comme un papa. Tu m'aides pour mes devoirs. Tu me lis des histoires. Tu me consoles quand je suis triste. Tu me fais des crêpes. » Elle compta sur ses doigts tous ces actes paternels qui lui semblaient si évidents. Et puis, c'est bizarre d'expliquer aux autres
mes enfants que tu es mon tuteur légal. Ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire. » Philippe sourit, malgré l'émotion qui l'étreignait. « Tu as raison, c'est un terme bien compliqué. Alors je peux t'appeler papa maintenant ?» demanda-t-elle avec une franchise désarmante. Philippe savait que ce moment viendrait, qu'il devrait un jour lui révéler la vérité. Il avait passé des nuits entières à réfléchir à la meilleure façon de le faire, à peser les mots justes pour lui expliquer qu'il n'était pas simplement son tuteur ou son nouveau père, mais son père biologique. Claire avait dit qu'il serait quand le moment serait venu. Était-ce maintenant, Élodie, commença-t-il en prenant ses petites mains dans les siennes, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose d'important que ta maman et moi avions décidé de te révéler quand tu serais prête. Le regard d'Élodie se fit soudain grave, comme si elle pressentait la portée de ce qui allait suivre. Tu te souviens de cette photo que tu as trouvée dans l'appartement de ta maman, celle où nous étions ensemble tous les deux? Elle acquiesça. Ta maman et moi, nous nous sommes beaucoup aimés autrefois, mais nous nous sommes séparés avant que nous sachions qu'elle allait avoir un bébé. Toi, les yeux d'Élodie s'écarquillèrent. Tu veux dire que... Oui, Élodie, confirma doucement Philippe, son cœur battant à tout rompre. Je ne suis pas seulement le parrain que ta mère a choisi pour s'occuper de toi. Je suis ton père, ton vrai père. Un silence absolu suivit cette révélation. Élodie le fixait immobile, son visage reflétant une succession rapide d'émotions. Surprise, confusion, puis une sorte de compréhension naissante. C'est pour ça que maman a dit que tu étais plus qu'un parrain à l'hôpital? Demanda-t-elle finalement. Oui, acquiesça Philippe. Ta maman voulait que nous apprenions d'abord à nous connaître, à nous faire confiance, avant de te dire la vérité. Elle pensait que ce serait trop difficile pour toi d'apprendre tout cela juste après son décès. Alors, tu as toujours été mon papa depuis le début? La simplicité de cette question contrastait avec la complexité des émotions qu'elle suscitait en Philippe. Oui, depuis le début, confirma-t-il, la voix tremblante. Mais je ne le savais pas avec certitude. Ta maman et moi, nous nous étions perdus de vue. Ce n'est que lorsqu'elle est tombée malade qu'elle m'a contacté et m'a révélé que j'étais ton père. Élodie resta silencieuse un long moment, assimilant cette information. Philippe respectait son temps de réflexion, anxieux, mais déterminé à répondre honnêtement à toutes ces questions. Est-ce que ça veut dire que j'ai tes yeux ou ton nez? Demanda-t-elle finalement, se touchant le visage comme pour y découvrir des traits qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. Philippe sourit, soulagé par cette réaction pragmatique. Tu as mon menton, je crois, dit-il en effleurant doucement le visage de sa fille. Et peut-être mon entêtement, selon ta mère. Cela la fit rire, un son cristallin qui dissipa la tension de l'instant. Puis, sans avertissement, elle se jeta dans ses bras. Je suis contente que tu sois mon vrai papa, murmura-t-elle contre son épaule. Philippe la serra contre lui, submergé par une vague d'amour si intense qu'il en eut le souffle coupé. Moi aussi, ma puce, plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Quand elle se dégagea finalement de son étreinte, Élodie avait l'air pensif. Est-ce que je peux quand même avoir un certificat d'adoption? Demanda-t-elle. Comme Emma dans ma classe, elle a été adoptée par son nouveau papa et elle a un certificat encadré dans sa chambre. Philippe fut pris au dépourvu par cette requête. Tu n'as pas besoin d'être adoptée, Élodie. Tu es déjà ma fille biologique. Je sais, acquiesça-t-elle avec une logique implacable, mais je veux quand même un certificat pour montrer que tu m'as choisi, pas juste que c'est comme ça parce qu'on a le même sang. La profondeur de cette réflexion chez une enfant si jeune bouleversa Philippe. Elle avait saisi une vérité que beaucoup d'adultes mettaient des années à comprendre. La véritable parentalité n'était pas une question de biologie, mais de choix, d'engagement quotidien. C'est une excellente idée, approuva-t-il ému. Nous demanderons à mon avocat de préparer les documents les plus officiels possibles. Avec un gros tampon, précisa Élodie, enthousiaste, et un ruban doré. Le tampon le plus imposant et le ruban le plus doré de tout Paris, promit Philippe en riant. Puis, redevenant sérieux, mais ce sera juste une formalité, tu sais. Dans mon cœur, j'ai déjà fait ce choix. Je t'ai choisi comme ma fille et je te choisis chaque jour. Élodie hocha la tête solennellement, puis consulta la pendule murale. On va être en retard pour l'école, constata-t-elle avec ce sens pratique qui faisait sourire Philippe. Alors, finissons ces crêpes et mettons-nous en route, répondit-il, amusé par sa capacité à passer d'une conversation existentielle à des préoccupations quotidiennes en un instant. Dans la voiture qui les conduisait à l'école, Élodie resta inhabituellement silencieuse, jouant distraitement avec le pendentif en forme d'étoile qu'elle portait toujours autour du cou. « À quoi penses-tu » demanda doucement Philippe. « Je me demandais, est-ce que je peux t'appeler papa maintenant ?» Sa voix était timide, presque hésitante. « Bien sûr » répondit Philippe, son cœur débordant d'émotion à l'idée d'entendre ce mot pour la première fois.
toi. J'en serai très honoré. Élodie sembla peser cette réponse. Je vais peut-être commencer par le dire dans ma tête d'abord, décida-t-elle finalement, pour m'habituer. Et puis après, je le dirai à voix haute. Philippe sourit, touché par sa prudence réfléchie. Prends tout le temps dont tu as besoin, ma puce. Ce mot est important. Il doit venir naturellement. Quand ils arrivèrent devant l'école, Philippe l'accompagna jusqu'au portail comme chaque matin. Mais aujourd'hui, au lieu du baiser rapide habituel sur la joue, Élodie l'étreignit longuement devant ses camarades. « À ce soir, papa » chuchota-t-elle contre son oreille avant de s'élancer vers la cour de récréation, laissant Philippe pétrifié d'émotion sur le trottoir. Ce simple mot « papa » résonnait dans sa tête comme la plus belle des mélodies. Il resta là un long moment après qu'Élodie eut disparu dans le bâtiment, savourant cette sensation nouvelle d'être enfin complet. Son téléphone vibra dans sa poche, le ramenant à la réalité. Un message de Charlotte lui rappelant une réunion importante à 10 heures. La vie continuait, avec ses obligations professionnelles et ses responsabilités. Mais désormais, tout s'organisait autour d'un centre de gravité différent, sa fille. De retour à la maison, Philippe monta directement à son bureau. Il avait 1 heure avant sa vidéoconférence et il savait exactement comment il voulait l'utiliser. Il sortit la boîte rouge du tiroir où il l'avait rangée 6 mois plus tôt, celle contenant les lettres que Claire lui avait écrites sans jamais les envoyer. Il ne les avait pas encore lues, suivant le conseil de Claire d'attendre d'être prêt. Aujourd'hui, après la conversation avec Élodie, il sentait qu'il l'était enfin. La première lettre était datée de quelques semaines après leur rupture. L'écriture de Claire, habituellement si régulière, y était tremblante, trahissant son état émotionnel. « Cher Philippe », lisait-il, « aujourd'hui, j'ai appris que j'étais enceinte. Notre enfant grandit en moi et tu ne le sauras probablement jamais. » Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'il parcourait les pages, découvrant les pensées, les espoirs, les craintes et finalement l'acceptation de Claire au fil des années. Elle avait documenté les premiers pas d'Élodie, ses premiers mots, ses réussites scolaires, comme si, à travers ces lettres jamais envoyées, elle maintenait un lien invisible entre le père et la fille. La dernière lettre, datée d'1 mois avant leur rencontre au restaurant, était différente des autres. Claire y évoquait sa maladie, son diagnostic terminal, sa peur de laisser Élodie seule au monde. Elle y expliquait sa décision de le contacter finalement, non par besoin d'argent. Elle avait toujours su que c'était lui derrière la fondation qui les soutenait financièrement, mais par amour pour leur fille. « Je t'ai observé de loin toutes ces années, Philippe », écrivait-elle. À travers les articles dans la presse, les rumeurs dans notre ancien cercle d'amis, j'ai vu un homme différent émerger après la mort de ton père, plus indépendant, plus humain, peut-être enfin capable d'être le père qu'Élodie mérite. J'espère de tout mon cœur ne pas me tromper. Elle concluait par des mots qui bouleversèrent Philippe jusqu'au plus profond de son être. Quand tu liras cette lettre, je serai probablement parti depuis longtemps. Mais sache que malgré tout ce qui s'est passé, je n'ai jamais regretté notre amour, car il m'a donné le plus beau des cadeaux, notre fille. J'espère que tu apprendras à la connaître et à l'aimer autant que je l'ai aimée. Et j'espère qu'à travers elle, tu trouveras enfin ce que tu as toujours cherché sans le savoir. Non pas le succès ou la richesse, mais simplement un foyer, un endroit où ton cœur peut enfin se reposer. Philippe reposa la lettre, les joues humides de larmes. Claire avait vu juste, comme toujours. À travers Élodie, il avait enfin trouvé ce sentiment d'appartenance, cette paix intérieure qui lui avait toujours échappé. Il rangea soigneusement les lettres et s'approcha de la fenêtre. Dans le jardin en contrebas, Platon somnolait au soleil, près de la balançoire qu'Élodie utilisait chaque soir après l'école. Une famille. Il formait une véritable famille maintenant. Son téléphone sonna, le rappelant à ses obligations professionnelles. Mais pour la première fois de sa vie, Philippe Dumas, le milliardaire qui avait bâti un empire technologique, savait avec une certitude absolue que sa plus grande réussite n'avait rien à voir avec l'argent ou le pouvoir. Sa plus grande réussite l'appelait papa et rentrerait de l'école à 16h30 précise, probablement avec une nouvelle histoire d'astronomie à lui raconter. « Merci, Claire », murmura-t-il en regardant vers le ciel bleu. Pour tout. 5 ans plus tard, le jardin était décoré de guirlandes lumineuses suspendues entre les arbres, créant une atmosphère féerique en ce début de soirée d'été. Des tables drapées de blanc accueillaient des plateaux de canapés préparés par le traiteur, tandis qu'une petite scène avait été installée sous la pergola fleurie de glycine. Un grand gâteau à 2 étages trônait sur une table centrale, surmonté d'une figurine représentant une jeune fille tenant un télescope. Philippe observait ces préparatifs depuis la terrasse, un verre de champagne à la main, encore stupéfait par la transformation de sa vie en l'espace de
de quelques années. Aujourd'hui, Élodie fêtait ses 13 ans entourée d'amis, de camarades de classe et de quelques adultes, principalement des parents d'élèves avec qui Philippe avait noué des relations. Une autre nouveauté dans sa vie, autrefois si solitaire. « Papa, tu as vérifié que le projecteur fonctionne ?» La voix d'Élodie le tira de ses pensées. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte-fenêtre, vêtue d'une robe bleu nuit parsemée de petites étoiles argentées, une création sur mesure qu'elle avait dessinée elle-même. « Tout est prêt, ma chérie, la rassura-t-il. J'ai fait un test complet ce matin. » Élodie avait insisté pour que sa fête d'anniversaire comporte une projection des photos de sa récente participation à un camp d'astronomie à l'Observatoire du Pic du Midi. Elle y avait été sélectionnée parmi des centaines de candidats, confirmant sa passion pour l'astronomie qui, loin d'être un engouement passager, s'était transformée en vocation. « Tu es magnifique », ajouta Philippe en l'admirant. À 13 ans, Élodie commençait à quitter l'enfance. Elle avait grandi, ses traits s'affinant pour révéler une ressemblance de plus en plus frappante avec Claire, bien que son menton volontaire et son front légèrement bombé lorsqu'elle réfléchissait rappelaient indéniablement Philippe. « Merci », sourit-elle en faisant un tour sur elle-même. « Madame Leroy dit que je pourrais devenir mannequin si l'astrophysique ne marche pas. » Philippe rit. « Je doute que l'astrophysique ne marche pas pour quelqu'un qui a déjà publié un article dans une revue scientifique amateur à 13 ans. » La sonnette de l'entrée retentit, annonçant l'arrivée des premiers invités. Élodie se précipita vers la porte, suivie par Platon, désormais un chat âgé mais toujours fidèle, qui se déplaçait avec une dignité paresseuse. Au cours des 2 heures suivantes, la maison et le jardin s'animèrent de rires et de conversations. Philippe se tenait légèrement en retrait, observant sa fille dans son élément, entourée d'amis, rayonnante de bonheur. Il échangeait occasionnellement avec les autres parents, une compétence sociale qu'il avait développée par nécessité et qui, à sa grande surprise, lui procurait maintenant un réel plaisir. « Monsieur Dumas », une voix féminine le tira de sa contemplation. « Nous n'avons pas été formellement présentés. Je suis Elena Moretti, la mère de Sophia. » Philippe se tourna pour faire face à une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux bruns coupés courts et aux yeux intelligents. Il se rappelait que Sophia était la nouvelle meilleure amie d'Élodie, arrivée dans sa classe 6 mois plus tôt. « Enchantée », répondit-il en lui serrant la main. « Élodie parle beaucoup de Sophia. Je suis ravi qu'elle soit devenue si proche. » Sophia également, sourit Elena. Elle est fascinée par la passion d'Élodie pour l'astronomie. « Apparemment, votre fille a une façon d'expliquer les phénomènes cosmiques qui rend la science accessible même aux profanes comme nous. » Philippe ressentit cette bouffée de fierté désormais familière qui l'envahissait chaque fois qu'il entendait des compliments sur Élodie. « Elle tient ça de sa mère », dit-il avec un sourire empreint de mélancolie. Claire avait ce don de rendre limpides les concepts les plus complexes. « Sophia m'a dit qu'Élodie avait perdu sa mère très jeune », dit doucement Elena. « Je suis professeur de psychologie à la Sorbonne et je suis impressionné par l'équilibre émotionnel de votre fille. Vous avez fait un travail remarquable. »« J'essaie », répondit simplement Philippe. « Mais le mérite revient surtout à Élodie. Elle a une force intérieure exceptionnelle. » Leur conversation fut interrompue par Élodie qui monta sur la petite scène, demandant l'attention de tous pour le début de sa présentation. Les lumières du jardin s'atténuèrent et le projecteur illumina un écran tendu entre 2 arbres. « Merci à tous d'être venus célébrer mon anniversaire », commença-t-elle avec une assurance qui surprit même Philippe. « Avant de souffler mes bougies, j'aimerais vous partager quelque chose d'important pour moi. » Sur l'écran apparut l'image d'une nébuleuse en forme d'étoile, d'un bleu intense et brillant. Ceci est la nébuleuse de l'hélice, photographiée par le télescope James Webb. Les astronomes l'appellent aussi l'huile de Dieu, mais pour moi, elle a un autre nom. Elle fit une pause, cherchant le regard de Philippe dans l'assistance. « Je l'appelle Claire », poursuivit-elle, sa voix légèrement tremblante malgré son assurance. « Comme ma mère. » Un silence respectueux s'installa dans le jardin. Philippe sentit son cœur se serrer. Élodie n'avait jamais mentionné ce nom personnel qu'elle donnait à la nébuleuse. « Il y a 5 ans et demi, ma mère est partie rejoindre les étoiles, » continua-t-elle. « C'est ce qu'elle m'a dit avant de mourir et c'est ce que mon père m'a répété quand j'étais triste, que maman veillait sur moi depuis les étoiles, encore plus brillantes que l'étoile polaire. » Les yeux de Philippe s'embouèrent. Il se rappelait cette phrase, prononcée impulsivement pour consoler une enfant dévastée. Jamais il n'aurait imaginé qu'elle prendrait une telle signification pour Élodie. « Cette année, grâce au camp d'astronomie, j'ai pu observer cette nébuleuse avec un vrai télescope professionnel, » poursuivit-elle, faisant défiler des photos d'elle manipulant des instruments sophistiqués. « Et j'ai décidé de faire quelque chose de spécial. » L'image suivante montrait un
document officiel portant le sceau de l'Union astronomique internationale. Grâce à l'aide de mon professeur d'astronomie et avec l'appui de l'Observatoire du Pic du Midi, j'ai proposé de nommer officiellement une étoile récemment découverte dans cette nébuleuse. L'étoile HVC 2023 P42 s'appelle désormais, sa voix se brisa légèrement. Elle s'appelle désormais Claire Martin Dumas. Un murmure ému parcourut l'assistance. Philippe, submergé par l'émotion, dut se détourner un instant pour essuyer discrètement ses larmes. Ce n'est qu'une petite étoile, continua Élodie avec un sourire tremblant. Mais les astronomes pensent qu'elle pourrait être en train de former son propre système planétaire. J'aime l'idée que maman soit là-haut, créant de nouveaux mondes. Elle fit une pause, prenant une profonde respiration avant de poursuivre. Si je vous raconte tout cela aujourd'hui, ce n'est pas pour vous attrister, mais parce que je viens de comprendre quelque chose d'important. Pendant longtemps, j'ai regardé les étoiles pour me sentir proche de ma mère. Mais récemment, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de chercher si loin. Son regard se posa à nouveau sur Philippe. Parce que grâce à mon père, je n'ai jamais vraiment perdu ma mère. Il a gardé sa mémoire vivante, m'a raconté des histoires sur elle, m'a transmis son amour des livres et de la poésie. Et surtout, il m'a montré chaque jour ce que signifie vraiment aimer quelqu'un, non pas en parole, mais en acte. Philippe était incapable de retenir ses larmes désormais. Elena, toujours à ses côtés, lui offrit discrètement un mouchoir qu'il accepta avec un hochement de tête reconnaissant. Alors voilà, conclut Élodie avec un grand sourire. C'était mon cadeau d'anniversaire à mon père, parce que je sais que même s'il a organisé cette fête pour moi, c'est aussi un jour important pour lui. C'est l'anniversaire du jour où notre famille a commencé. Les applaudissements éclatèrent dans le jardin. Élodie descendit de la scène et se fraya un chemin jusqu'à Philippe, se jetant dans ses bras comme elle le faisait encore parfois, rappelant la petite fille qu'elle avait été. « Joyeux anniversaire à nous, papa », murmura-t-elle contre son épaule. « Joyeux anniversaire, ma puce », répondit-il, la serrant contre lui, sachant que ces moments se feraient de plus en plus rares à mesure qu'elle grandirait. Plus tard, lorsque les invités furent partis et que la maison retrouva son calme, Philippe et Élodie s'installèrent sur les transats de la terrasse, contemplant le ciel étoilé, comme ils le faisaient souvent depuis 5 ans. Platon somnolait entre eux, ronronnant doucement. « Tu sais, » dit Philippe après un long silence confortable, « la présentation m'a fait réaliser quelque chose. »« Quoi donc ?» demanda Élodie, ses yeux toujours fixés sur le ciel nocturne. « Pendant des années, j'ai porté le poids de ma culpabilité envers ta mère, de ne pas avoir été là pour elle, pour toi, d'avoir manqué tant d'années de ta vie. » Élodie se tourna vers lui, son visage à moitié dans l'ombre. « Tu ne devrais plus te sentir coupable, papa. Maman t'a pardonné, et moi, je n'ai rien à te pardonner. Je sais, sourit-il. Mais ce soir, quand tu as parlé de l'anniversaire du jour où notre famille a commencé, j'ai compris que je ne regardais pas les choses sous le bon angle. J'ai passé trop de temps à regretter ce qui aurait pu être, au lieu de célébrer ce qui est. Et qu'est-ce qui est ? Demanda-t-elle doucement. Une vie que je n'aurais jamais osé imaginer, répondit-il en lui prenant la main. Une vie où je suis exactement là où je dois être, avec la personne la plus importante au monde pour moi. Élodie serra sa main en retour. Un geste simple mais chargé de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit entre eux. J'ai une surprise pour toi, dit-elle soudain en se levant. Attends, ici. Elle disparut dans la maison et revint quelques minutes plus tard, portant un paquet soigneusement emballé. Ce n'est pas mon anniversaire, protesta Philippe en riant. C'est le tien. Disons que c'est pour notre anniversaire à tous les deux, sourit-elle en lui tendant le cadeau. Intrigué, Philippe défit l'emballage pour découvrir un livre, voilier en cuir. En l'ouvrant, il découvrit qu'il s'agissait d'un album photo, mais pas n'importe lequel. Sur la première page, une photo de Claire, enceinte, souriante, malgré un regard mélancolique. Puis des photos d'Élodie bébé, enfant, une chronologie visuelle de sa croissance. Mais ce qui émut le plus Philippe, c'était les petites notes manuscrites qui accompagnaient chaque image, des observations, des anecdotes, des dates importantes. « Comment as-tu » commença-t-il, incapable de terminer sa phrase. « J'ai trouvé les albums de maman quand nous avons vidé l'appartement, » expliqua Élodie. « Je les ai gardés secrètement. Et puis, j'ai pensé que tu aimerais avoir un album qui raconte toute l'histoire, pas seulement les parties où tu étais présent. » Philippe tournait délicatement les pages, découvrant la vie de sa fille avant leur rencontre.
rencontres, ses premiers pas, sa première dent, son premier jour d'école, des anniversaires auxquels il n'avait pas assisté, des Noëls qu'il avait manqués. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait, murmura-t-il, profondément touché. Regarde à la fin, suggéra Élodie, en se penchant par-dessus son épaule. Les dernières pages contenaient des photos plus récentes. Élodie et lui emménageant dans leur maison, sa première leçon de natation avec lui, des vacances à la plage, des moments quotidiens capturés sur le vif, témoignant de leur vie ensemble. Et sur la dernière page, une photo qu'il n'avait jamais vue auparavant, Claire, souriante, tenant dans ses bras Élodie bébé et en arrière-plan, lui-même. Philippe fronça les sourcils, confus. « Je ne comprends pas, dit-il. Cette photo ne peut pas exister. Je n'ai jamais... Regarde mieux, l'encouragea doucement Élodie. En y regardant de plus près, il comprit. C'était un montage photo, habilement réalisé, intégrant son image dans une ancienne photo de Claire et Élodie. J'ai demandé à Sophia de m'aider, expliqua Élodie. Sa mère enseigne aussi les arts numériques et elle est douée en retouche photo. Je voulais qu'il existe au moins une image où nous sommes tous les trois ensemble, comme une vraie famille. Philippe contempla longuement cette photo impossible. Ce moment qui n'avait jamais existé, mais qui semblait pourtant si réel. La famille qu'ils auraient pu être si d'autres choix avaient été faits. Tu sais ce que ta mère écrivait dans sa dernière lettre, dit-il finalement. Elle espérait qu'à travers toi, je trouverais ce que j'avais toujours cherché sans le savoir. Un foyer, un endroit où mon cœur pourrait enfin se reposer. Et tu l'as trouvé, demanda Élodie, son regard reflétant les étoiles au-dessus d'eux. Oui, sourit-il, en refermant délicatement l'album. Grâce à toi, grâce à Claire, j'ai finalement compris que le foyer n'est pas un lieu, mais un sentiment. C'est là où l'on se sent complet. Ils retombèrent dans un silence paisible, contemplant le ciel étoilé. Quelque part dans l'immensité de l'univers, une petite étoile nommée Claire Martin Dumas brillait, peut-être visible seulement avec les télescopes les plus puissants, mais présente néanmoins, tout comme son souvenir brillait dans leur cœur. Tu crois qu'elle serait fière de nous? Demanda soudain Élodie, sa voix trahissant cette vulnérabilité qui surgissait parfois, rappelant à Philippe qu'elle restait une enfant, malgré sa maturité. J'en suis certain, répondit-il avec conviction. Elle serait émerveillée par la jeune femme extraordinaire que tu deviens. Et elle serait probablement un peu surprise de voir à quel point j'ai changé. Élodie rit doucement. Tu n'as pas tellement changé, tu sais. Tu as juste finalement montré qui tu étais vraiment. Cette observation si simple et pourtant si profonde laissa Philippe sans voix. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que toutes ces années de solitude et d'ambition démesurée n'avaient été qu'un masque, une façon de se protéger après avoir renoncé à Claire, à l'amour véritable, à une vie authentique. En tout cas, ajouta Élodie en étouffant un bâillement, je suis content que cette petite fille t'ait abordé au restaurant ce jour-là. Moi aussi, ma puce, sourit Philippe. C'était le jour où ma vraie vie a commencé. Plus tard, après avoir bandé Élodie, qui, malgré ses protestations qu'elle était trop grande pour ça, appréciait toujours ce rituel, Philippe retourna sur la terrasse. Le ciel était particulièrement clair ce soir-là, révélant des milliers d'étoiles au-dessus de Paris, habituellement masquées par la pollution lumineuse. Son regard chercha instinctivement l'étoile polaire, ce point fixe dans le firmament qui les avait guidés, Élodie et lui, à travers les tempêtes de chagrin et d'incertitude. Il sourit en pensant à la métaphore qu'il avait improvisée cette nuit-là pour rassurer une petite fille terrifiée et qui était devenue le fondement de leur relation. « Merci Claire », murmura-t-il vers le ciel étoilé, « pour m'avoir donné une seconde chance, pour m'avoir fait confiance avec notre trésor le plus précieux. J'espère que, où que tu sois, tu es en paix. » Une brise légère caressa son visage, agitant doucement les glycines de la pergola. Dans ce jardin tranquille d'une banlieue parisienne cossue, loin des salles de conseil d'administration et des négociations à plusieurs milliards, Philippe Dumas, autrefois défini uniquement par sa fortune et son pouvoir, avait trouvé une richesse bien plus précieuse et bien plus rare, un amour inconditionnel et la paix intérieure. Et quelque part dans le vaste univers, une petite étoile brillait, silencieuse, mais éternelle, tout comme l'amour qui liait désormais trois âmes à travers le temps et l'espace. Claire dans les cieux et Philippe et Élodie ici-bas, continuant leur voyage ensemble sous sa lumière bienveillante. Je suis arrivé à la fin de cette histoire, mais j'aimerais qu'elle continue à travers vous. Si ce récit a touché votre cœur ou vous a fait réfléchir sur la beauté des secondes chances, faites partie de notre communauté de conteurs d'histoires. Cliquez sur le bouton d'abonnement. Ce petit geste signifie énormément pour moi. Partagez dans les commentaires quel moment de cette histoire a le
le plus raisonné avec vous et si vous avez déjà vécu une rencontre qui a changé le cours de votre vie. Vos histoires sont le véritable trésor de cette chaîne et c'est pourquoi nous continuons à partager ces récits semaine après semaine pour nous rappeler ce qui compte vraiment. Rendez-vous à la prochaine histoire. Je vous promets qu'elle sera aussi spéciale que vous qui êtes restés jusqu'ici avec moi.